On peut passer à l'autre communication. On passe à l'autre. Il y a là, c'est une bonne idée. Alors, il est où l'autre? Alors, mes amis de Tanger, c'était gentil, ils m'ont posé l'école. Tubulopathie de l'enfant, quand il pensait et pourquoi il pensait. Alors, on va passer par le premier cas clinique. Haïtem, âgé de 9 mois, je le vois à l'âge de 9 mois, il était hospitalisé pour déshydratation aiguë à J36 de vie. Il est adressé chez moi pour néphrocalcinose. C'est un enfant qui a un syndrome polyuropolydipsique depuis la naissance. Son poids, il a 9 mois, il y a 3,8 kg. C'est un poids d'un enfant, c'est un poids de naissance. Il était à moins 3 déviations standards pour le poids et également pour la taille, alors que je le vois à 9 mois. À l'examen clinique, il avait un état d'hydratation qui était limite. Il était en hypotrophie sévère. Le premier bilan que j'ai reçu, il avait déjà son cortisol. Ils ont pensé à l'hyperplasie congénitale des surrénales. Mais quand il avait une hyponatrémie et une hypokaliémie avec des réserves alcalines à 11. À la radio du poignet, que j'ai demandé, qui n'a pas été faite, parce que quand vous voyez des réserves alcalines basses, faites systématiquement, en plus de l'échographie, une radio du poignet. Sinon, si vous savez bien rechercher les signes cliniques de rachitisme, ça ne va pas passer de manière inaperçue, mais chez les enfants très jeunes, de préférence leur faire une radio. Alors, je ne sais pas si c'est évident, c'est une radio beaucoup plus tard, elle a été faite beaucoup plus tard, et vous voyez les pointeurs. Pas de pointeur. Bon, les métaphyses, attendez, il y a d'autres. Alors, au niveau du genou, alors, il garde toujours ses lésions osseuses du rachitisme alors qu'il a grandi. Et il est en ce moment programmé pour une ostéotomie de varisation parce que ce sont des lésions qui sont restées stables, ils ne se sont pas améliorées. Donc, c'est un enfant qui, en fait, c'est une acidose tubulaire distale qui a besoin, bien sûr, d'une alcalinisation et traitement par le bicarbonate, et ça a complètement changé son pronostic. Le deuxième cas clinique, alors celui-là, je vais faire question-réponse. C'est un enfant de 11 ans que je vois qui m'a été confié pour des lithiases rénales bilatérales. Il a eu une pyélonéphrite quand il avait 4 mois. Il a des grands-parents, père et mère, porteurs de calculs rénaux. Et dans son histoire, il a toujours eu des coliques néphrétiques. Et la dernière, elle date d'1 mois avant de venir chez moi. Et il a fait une émission de 2 calculs. Son examen clinique est strictement normal. Poids, taille, l'examen était normal. L'échographie, parce que la néphrologie, chez nous, c'est l'examen clinique et l'écho, puis ensuite on discute. L'écho, les reins étaient de taille normale, différenciés, mais de multiples lithiases calicielles sans dilatation des voies urinaires. Quel est le premier examen que vous allez faire devant cet état, dans ce cas? Comment? Je n'ai pas entendu. Ionogramme sanguin, tout à fait. Ionogramme urinaire, oui. Mais un élément clé, quand il y a la lithiase urinaire, il y a un élément clé. La cristallurie, très bien. La cristallurie, moi, je la fais uniquement au laboratoire de la gendarmerie royale à Rabat. Ça nous coûte 200 dirhams, plus le prix du TGV s'ils viennent de Tanger ou le train, ça ne coûte rien du tout. Et on a un bon diagnostic par une équipe qui est excellente. Alors, cet enfant, il a fait, bien sûr, le diagnostic a évoqué probablement une oxalose, puisqu'il a des parents qui ont ça, et il a des calculs qui se sont installés très tôt. Alors, l'oxalose, et surtout qu'il a une fonction rénale normale, et dans la cristallurie, on a trouvé des cristaux d'hyperoxallurie. Et l'analyse spectrophotométrique, alors quand il a émis les calculs, les parents ont gardé les calculs, on a pu faire aussi l'analyse spectrophotométrique des calculs qui a montré que c'était des calculs oxaliques. Donc, c'est un diagnostic d'hyperoxallurie familiale. Il a eu une prise en charge immédiate chez nous au Maroc, citrate et vitaminothérapie, mais j'ai eu la chance d'avoir des contacts avec les équipes de néphro de Lyon et il a été inclus depuis 6 ans dans le protocole FIOX 21 de l'étude sur l'oxalurie. Et vous savez, il
il y a un nouveau médicament, c'est des injections. L'injection coûte 46 690 €, le flacon. Et parfois, on a besoin de 2 à 3 flacons, une fois par semaine pendant 3 mois et ensuite une fois par mois. Et ça stoppe de manière efficace l'oxalose. Donc cet enfant, on lui a fait tout un dossier d'immigration. Il est pris en charge, scolarisé et tout à Lyon et il se porte très bien. Il vient d'être exclu de l'étude FIOC, du protocole. Et je vais voir pourquoi il a été exclu, je viens de l'apprendre. Cas clinique numéro 3. Ansem, c'est une fille. Elle est âgée de 10 mois. Elle est venue pour hypotrophie. Ça, c'est un pédiatre, pas pour la néphrologie. Il m'a envoyé, c'est pourquoi elle est hypotrophe. Alors, elle avait une cassure de la courbe pondérale depuis l'âge de 5 mois. Un poids de naissance de 2,9 kg. Quand je l'ai vue, à l'âge de 10 mois, elle avait 5,6 kg. Elle avait une taille à 65 cm. Elle était à -3 DS pour le poids et la taille. Et elle n'avait pas de syndrome polyuropolydipsique. Elle était pâle. Donc, au total, c'est un retard de croissance sévère chez un nourrisson qui n'a aucun symptôme fonctionnel. Le premier bilan, il y avait une anémie. Son ionogramme était normal, mais ses réserves alcalines étaient basses, 10,9. Recontrôlé. Le bilan thyroïdien était normal. À la radio du poignet, une déminéralisation osseuse. L'IGF-1 était normal. Et les anticorps antitransglutaminases étaient normaux. IgA était négatif. Et l'échographie rénale était normale. C'est quoi, à votre avis? C'est une toute petite crevette. Combien il me reste? 8 minutes. J'avance. C'est une acidose tubulaire. Puisqu'on a l'acidose, qui est là biologiquement, puisqu'elle n'a pas de néphrocalcinose, donc c'est une acidose tubulaire proximale. Donc c'est l'alcalinisation, la cure martiale, et on a un recul de 3 ans, et cet enfant, maintenant, elle a un poids à moins de 2 DS. Elle a récupéré 2 écarts types, 2 déviations standards qu'elle a récupérées. Si je dois parler des tubulopathies, il faut que je parle de tout un catalogue, de syndrome de Bartter, Gitelman, acidose tubulaire, etc. C'est long, Alors, quand il faut y penser? Je pense que c'est ça le plus important. Tout comportement anormal d'un jeune nourrisson. Un nourrisson qui pleure de manière incessante, qui n'arrête, et surtout quand il pleure le soir, la nuit. Il faut voir, est-ce que quand on lui présente un biberon, il se calme. S'il se calme, ça veut dire qu'il est polydipsique. C'est un enfant qui a besoin de boire. Avant de dire que c'est les coliques, et la courbe de croissance, elle est importante. Un enfant qui ne prend pas 250 grammes par semaine, je rappelle que les 10 premiers jours, on perd 10 poids du poids de naissance. Ensuite, on doit prendre 250 grammes par semaine jusqu'à la fin du 3e mois. À partir du 4e mois, c'est 250 grammes par mois. Si vous n'avez pas ce truc comme ça dans la tête, vous allez passer à côté d'enfants qui ont une mauvaise prise de poids. Une mauvaise courbe pondérale, puis ensuite staturale, c'est un élément qui doit faire penser aux tubulopathies. Quand on a déjà un frère ou une sœur suivis pour tubulopathie, moi j'ai toute une famille mauritanienne qui vient de chez moi. Alors j'ai diagnostiqué chez le petit frère, la sœur. Alors elle a une cousine qui est suivie aussi à Paris dans une équipe parisienne pour le même problème. Alors les retards à la marche, il faut vérifier les extrémités osseuses. Un enfant qui ne marche pas, qui ne se met pas à ramper, voir ses extrémités osseuses, voir s'il n'y a pas de rachitisme. Tout rachitisme doit éliminer une tubulopathie en premier, en même temps d'éliminer une carence en vitamine D. Toute néphrocalcinose doit faire penser à une tubulopathie. Un enfant qui a des crampes musculaires et qui dit que c'est un enfant pour lequel on doit penser à une tubulopathie. Un enfant qui fait constipation chronique, dans le bilan de la constipation chronique, qui ne répond pas au traitement, qui a une mauvaise prise de poids, et là les gastros sont là pour me corriger. Un enfant qui a une constipation, qui a une mauvaise prise de poids, il ne faut pas penser que c'est constipation et les digestifs. Il y a d'autres problèmes, en particulier les tubulopathies. La fatigabilité, l'asthénie, la surdité. Un enfant qui est sourd doit faire rechercher une tubulopathie, une acidose tubulaire distale. Un enfant qui a une cataracte doit faire rechercher un syndrome de Love. Un glaucome doit faire rechercher une tubulopathie. Des calcifications des noyaux gris centraux doivent faire penser à l'acidose tubulaire proximale autosomique récessive. La lithiase, normal de chercher une tubulopathie, puisque le tubule rénal, c'est lui
qui agit sur les facteurs lithogènes qui produisent les calculs et les facteurs qui empêchent la formation de calculs. Et enfin, tout rachitisme doit faire penser à la tubulopathie. Et pourquoi y penser? Tout simplement parce que le diagnostic précoce permet une prise en charge précoce et on gagne beaucoup à prendre en charge ces enfants très tôt. La quasi-totalité des tubulopathies ont des traitements efficaces s'ils sont démarrés très tôt. Moi, j'ai des enfants, j'ai des ados qui sont maintenant qui sont licenciés, j'ai des tranches d'âge différentes. D'ailleurs, j'ai dit à Kenzabouaïa d'essayer de récupérer tous les dossiers que j'ai pour faire un travail, parce que je ne peux plus, ça y est, je suis arrivée au bout, pour pouvoir faire un travail de recul sur cette cohorte. En conclusion, pense à la tubulopathie devant tout syndrome polyurépolyptique, première communication. On a vu qu'on a le diabète insipide néphrogénique, c'est une atteinte tubulaire. Tout rachitisme, toute mauvaise prise de poids, surdité cataracte, lithiase néphrocalcinose, diagnostic précoce chez ces pathologies égale garant d'évolution favorable. Et je vous remercie de m'avoir supporté. Merci, professeur Omni, pour cette excellente présentation. Des questions? Oui, le lien, s'il vous plaît, moi. Oui. Le lien entre glaucome et tubulopathie proximale, non? Non, il y a une tubulopathie qui est récessive, qui dans la liste des symptômes, le glaucome. Oui. Je parle de quel biais? Pas le biais de l'intéresse carbonique. Comment? Quel est le lien entre le glaucome et la tubulopathie? Est-ce qu'il y a un problème enzymatique? Je parle. Tu sais, la surdité cochléaire et l'acidose tubulaire, les gens ont mis des années pour savoir quel est le lien. Il y a au niveau génétique et des enzymes. Leur métabolisme, quand il est perturbé, peut provoquer 2 ou 3 maladies, 2 ou 3 atteintes différentes sur le corps et entraîner les symptômes. Chez lui, dans ce cas, c'est des anomalies enzymatiques. D'accord. Peut-être M. Didier Lacampe peut nous éclairer là, entre la tubulopathie et perte d'audition, sur le plan génétique. Non, ça, c'est le syndrome de Love. C'est le syndrome de Love. Oui, c'est ça. Ça, c'est des descriptions, mais on n'a pas toujours répondu à la question pourquoi ils sont là. Le syndrome de Love, il y a l'atteinte oculaire et il y a la tubulopathie. Oui, question, Mina. Quand Oui. on évoque quand on a un syndrome polyurépolyptique, on évoque un diabète insipide. Est-ce que le dosage de l'hormone antidiurétique, quand on évoque un diabète insipide central, ça suffit? Il n'y a pas besoin de passer par l'épreuve de restriction hydrique, qui est difficile à faire. Le test de restriction hydrique est très difficile à faire. Je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que je te dis, les gens qui ont des syndromes polyurépolyptiques, ce serait bien de leur faire ce dosage de copeptine. Je peux te donner le labo qu'il fait en France. Ce n'est pas à Cerba, c'est un labo spécial qui le fait. Et le sang est envoyé par le labo au Maroc et il est traité immédiatement. Si tu as la copeptine absente, c'est un diabète insipide d'origine centrale. Ou le contraire, si elle est élevée, ça veut dire qu'on est dans l'uphrogénique. C'est pour ça que j'en parle, parce qu'on ne le fait pas de manière systématique. Il faut qu'on commence à le faire. Bonsoir, professeur. Merci pour cette présentation qui était claire et pragmatique. Ma question, c'est concernant les tubulopathies. Faut-il demander systématiquement l'ionogramme urinaire? Surtout qu'on a un problème d'interprétation, surtout au laboratoire à Tanger, la plupart ne savent pas comment nous faire l'ionogramme urinaire. Moi, je ne demande jamais l'ionogramme urinaire pour une tubulopathie. Donc,
juste Je l'ionogramme demande sanguin. juste l'ionogramme Sanguin. sanguin réservé canine. C'est tout. L'écho rénal pour distinguer entre les deux et voir est-ce qu'il y a des anomalies oculaires, auditives pour classer le malade dans est-ce qu'on est dans l'OV ou bien on est dans le Tony de Bray-Fanconi, dans quel type on est. D'accord, merci. J'en prie. Pardon, professeur, on a souvent... J'ai une question. J'ai une question. Souvent au cabinet, on a des mamans qui viennent, qui nous disent que l'enfant il boit beaucoup, donc on lui demande de chiffrer, bon, elle ne sait pas. Donc moi personnellement, ce que je fais, je demande un ionogramme sanguin et j'arrive pas à demander le ionogramme urinaire. Est-ce qu'il faut qu'on s'arrête à ça? On demande quel est le bilan en fait de débrouillage en fait? C'est ça que j'aimerais retenir. Alors, la tubulopathie, c'est un diagnostic clinique. La biologie juste dit quel type d'acidose. Alors, le diagnostic clinique, c'est quoi? C'est le syndrome polyuropolydipsique. Souvent, ils ont ça. Et là, c'est la quantification en très sortie. Il faut que, quand on a un nourrisson, je demande à peser les couches, à quantifier combien il boit. Si on est dans les chiffres de polyurie et de polydipsie, on est dans une anomalie. Alors, l'ionogramme sanguin, moi, je ne demande jamais l'urinaire. L'ionogramme sanguin, il est suffisant, et l'échographie rénale pour distinguer. Ensuite, si l'ionogramme sanguin il est correct, on n'a pas d'acidose, on n'a pas d'acidose métabolique, moi je pense qu'il faudrait être large pour faire même le dosage de la copeptine. Et ce dosage de la copeptine screen. Est-ce que cet enfant a de l'hormone antidiurétique ou pas? S'il a l'hormone antidiurétique, c'est qu'il y a un problème au niveau rénal, il faut le référer à un néphro. S'il n'en a pas, il faut le référer à l'endocrino qui doit le prendre en charge et le suivre un bon suivi. Parce que maintenant, ce n'est pas uniquement le déficit en vasopressine, c'est aussi le déficit en ocytocine. Et c'est des enfants, moi j'ai vu les diabètes insipides que j'ai eu à suivre, avaient des troubles de scolarité, avaient des problèmes d'intégration. Je n'ai jamais compris. D'ailleurs, je remercie, c'est grâce à cette conférence que j'ai fait mes mises au point, mon update, et j'ai trouvé toutes ces publications récentes, parce que c'est des études qui ont commencé il y a 5 ou 6 ans. Et on a maintenant les résultats qui montrent que c'est des enfants qui doivent être aussi supplémentés en ocytocine pour avoir une bonne intégration au niveau scolaire et social. Question? Ils sont fatigués et Welcome. ça y est.